Bien, je suis très heureux de vous retrouver tous pour ce webinaire qui est consacré donc à la présentation de l'hypnose. Alors pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce webinaire, eh bien vous pouvez tout simplement le retrouver en replay et sur notre chaîne YouTube. Alors en replay, vous l'enverrons par mail. Et puis pour les autres, donc sur la chaîne YouTube du centre de formation. Alors, comme je vous le disais, je suis vraiment très, très heureux de vous parler de l'hypnose et donc également de ce que nous enseignons dans notre centre de formation, parce que l'hypnose, c'est une passion pour moi depuis très, très longtemps. J'enseigne l'hypnose depuis plus de 30 ans. Et je vous dirai également, quelle sorte d'hypnose j'enseigne. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais, c'est vous dire comment ça va se passer. La première chose, c'est que je vais me présenter quand même pour que vous sachiez qui je suis. Ça, c'est vraiment important parce qu'un centre de formation, c'est aussi son dirigeant et la culture qu'il véhicule dans son centre de formation. Et puis ensuite, eh bien, je vous découperai en quelque sorte une séance d'hypnose de A à Z. Et comment est-ce qu'on apprend l'hypnose? Et là, attendez-vous à des surprises importantes dans ce domaine. Alors, je voudrais tout d'abord me présenter. Donc, je suis le docteur Robert Larsonneur. Je suis le dirigeant de France PNL et de France Hypnose Formation. Ces deux centres de formation que j'ai créés. Le premier centre de formation que j'ai créé, c'est France PNL. Et puis, assez régulièrement, des stagiaires me disaient, bien, puisque tu enseignes l'hypnose par ailleurs, est-ce que tu ne voudrais pas l'enseigner dans ton centre? Et puis, je n'avais pas trop le temps, puis c'était pas trop l'objectif, donc j'ai attendu. Et puis, un jour, bien, je me suis décidé à créer le centre de formation France Hypnose Formation. Voilà. Alors, France Hypnose Formation, c'est un centre que je veux familial, de dimension humaine. Pardon. C'est-à-dire que dans notre centre de formation, ben, nous connaissons tout le monde. Même lorsque les gens ont terminé, bien, on les voit régulièrement venir prendre un café avec nous, etc. Donc, il y règne une ambiance agréable, une ambiance, on va dire, familiale, mais en même temps studieuse. Donc, c'est le plaisir d'apprendre et d'apprendre ensemble. Alors, en ce qui me concerne, donc, je me suis formé à l'hypnose il y a plus de 30 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles, comme le professeur Raphaël Cherchev. Alors, le professeur Raphaël Cherchev, en fait, était chirurgien maxillofacial. Et pendant la guerre 39-45, il a eu l'occasion d'utiliser l'hypnose lorsqu'il n'avait pas à sa disposition d'anesthésie. Et il s'est aperçu qu'il pouvait aussi aider ses patients psychologiquement, puisque ces patients avaient une particularité, c'est qu'ils avaient un double traumatisme, un traumatisme physique, puisqu'ils étaient abîmés du visage, puisqu'il était chirurgien, comme je vous l'ai dit, maxillofacial, mais aussi abîmés psychologiquement, parce que perdre un bras, une jambe, c'est terrible, hein, vous savez bien, mais perdre son visage, l'expression de son visage, faire peur aux autres, c'est aussi une double peine en quelque sorte. Et comme c'était un humaniste, il s'est occupé d'eux. Le professeur Raphaël Cherchev a aussi formé quelqu'un de très célèbre qui s'appelle le professeur Alfonso Caicedo. Et pour les gens qui font de la sophrologie, évidemment, ils connaissent bien ce nom, puisque le professeur Alfonso Caicedo est celui qui a créé la sophrologie. Donc, lorsque le professeur Alfonso Caicedo, que malheureusement je n'ai pas eu la chance de rencontrer, bien que nous ayons eu le même professeur, eh bien, il est beaucoup plus âgé que moi. Eh bien, lorsqu'il est rentré à Madrid, eh bien, il n'a pas créé le centre de sophrologie, mais il a créé le centre, en fait, d'hypnose. Et ce n'est que par la suite qu'il a évolué pour aller vers la sophrologie. La sophrologie, c'est donc une des nombreuses filles de l'hypnose. Le deuxième professeur qui m'a formé était le docteur Jean Godin. Alors, le docteur Jean Godin, lui, était psychiatre. Il est allé se former aux États-Unis auprès d'un monsieur important qui s'appelle le professeur Araoz. Et le professeur Araoz, il est à l'origine d'un mouvement de l'hypnose qu'on appelle la nouvelle hypnose.
Et lorsque le docteur Jean Godin est rentré en France, il n'a pas créé un centre de formation à la nouvelle hypnose, mais le premier centre de formation à l'hypnose ericksonienne. Une troisième personne qui m'a formé, qui était vraiment quelqu'un de très important pour moi, était le docteur Jacques Quélé. Alors, le docteur Jacques Quélé, c'était un petit peu particulier parce que lorsqu'on discutait avec lui, bien, on se demandait bien quelle était sa profession, parce qu'il pouvait vous dire au détour d'une conversation qu'il avait pratiqué une extraction de dents de sagesse sous hypnose. Alors, vous reconnaissez que c'est un geste qui est quand même assez technique. Et puis, il vous disait également un peu plus tard qu'il avait opéré le chien de Jean Godin. Alors vous disiez est-il vétérinaire ou dentiste. Après vous appreniez qu'il avait prescrit une ordonnance que seul un médecin peut prescrire. Ça se compliquait un petit peu. Et puis ensuite, vous appreniez qu'il savait piloter un avion de chasse et qu'il savait aussi piloter un hélicoptère et qu'il avait accompagné des équipes olympiques voilà, comme préparateur mental. Alors là, on était un petit peu perdu. En fait, le docteur Jacques Quélé était médecin-chef des armées, il était général, professeur à l'école polytechnique et était quelqu'un qui faisait beaucoup de choses. Alors, il a compté beaucoup pour moi parce que au-delà, j'ai envie de dire, de tout ce que j'ai pu apprendre, parce que c'était un spécialiste de la douleur, il m'a aussi appris que, au final, on pouvait faire plein de choses différentes, ce qui était mon cas. J'ai toujours entendu dans mon enfance des gens qui me disaient tu te disperses, tu feras rien de bien, me disait-on. Et lui il m'expliquait qu'on pouvait faire plein de choses et les faire bien. Voilà. Donc, il a eu un impact important dans ma vie personnelle. Donc, je le remercie. Malheureusement, les personnes dont je viens de vous parler sont décédées. Alors, je pourrais vous parler de plein d'autres personnes, hein, comme le professeur Jacques Sauret, par exemple, qui m'a formé à la sophrologie. Et bien d'autres personnes, puisque j'ai eu la chance de rencontrer la fille de Milton Erickson, Betty Alice Erickson, etc. Mais là, c'est plus une rencontre qu'une formation. Voilà ce que je voulais vous dire sur moi en quelques mots. Bon, ma passion, en fait, c'est la connaissance. Hein, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que je suis également un spécialiste du microbiote, donc on est très loin de l'hypnose. Je suis également un spécialiste des neurosciences, parce que j'enseigne les neurosciences, et je m'intéresse tout particulièrement actuellement au connectome, hein, qui est fondamental en hypnose, hein, et puis à plein d'autres choses, puisque je forme des coachs, etc. Donc vous voyez que j'ai continué à faire plein de choses, et puis je m'intéresse aussi à l'épigénétique, parce que ce soit le connectome, le microbiote intestinal ou par exemple l'épigénétique, eh bien ça permet des changements durables et des changements en profondeur. Et je travaille également à l'université de Paris 8 où je donne des cours de neurosciences, etc. Enfin, et je travaille aussi pour une société que j'aime beaucoup qui s'appelle Vivojo Dynamica, où nous faisons des belles choses ensemble. Voilà, donc moi je suis quelqu'un de passionné en permanence et c'est dans le cadre de cette passion en fait que j'enseigne l'hypnose et je suis présent. Hein, ça veut dire que je viens de donner cours hein, le week-end prochain. Je suis en cours où on va former des formateurs en hypnose. Évidemment, je suis présent, je donne des cours, etc. Enfin voilà, vous avez en face de vous quelqu'un qui prend la vie à bras le corps. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'hypnose avant de vous découper une séance d'hypnose, parce que vous allez voir, la séance d'hypnose, il y a 8 étapes et toutes les étapes sont vraiment importantes et vous ne pouvez pas passer à l'étape 2 si vous n'avez pas réussi l'étape 1. En tout cas, ça va être très difficile de passer à l'étape 2 si l'étape 1, vous êtes passé à côté. Et ainsi de suite. C'est vrai pour chaque étape. Donc, je vais vous découper tout ça. Mais avant, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'hypnose existe depuis la nuit des temps. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des années et des années, en fait, que l'hypnose existe sous d'autres formes. Alors, le mot hypnose est assez récent. Hein. Il date des années 1540 à peu près, par James Braid qui a créé le nom. Au passage, on ne peut pas parler d'hypno
d'hypnologie, puisque l'hypnologie, c'est l'étude du sommeil, donc c'est totalement autre chose, c'est très important le sommeil, mais ça n'est pas de l'hypnose, bien qu'on puisse utiliser l'hypnose pour s'endormir. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très utile. Donc, l'hypnose existe depuis la nuit des temps, mais la révolution quand même de l'hypnose, ça a été, on va dire, une hypnose qui est quand même arrivée avec Milton Erickson. Je vais passer sur tous ceux qui sont avant, qui ont compté, c'est vrai, mais Milton Erickson a joué un grand rôle. Il a révolutionné l'hypnose parce que il a modifié en fait le positionnement du patient par rapport à l'hypnopraticien. Voilà. Et il a aussi compris que l'hypnose avait, l'inconscient avait un langage particulier et qu'il fallait apprendre à contourner les résistances du conscient. Donc, la grande révolution, ça a été Milton Erickson. Alors, évidemment, après, l'hypnose a continué à évoluer. Hein. Il y a beaucoup d'autres chercheurs comme Sherlock, etc., qui ont apporté des choses formidables, mais Milton Erickson est vraiment celui qui est à l'origine du basculement de l'hypnose. On pourrait citer également Hellman, qui est un autre géant de l'hypnose. Voilà ce que je voulais vous dire. En ce qui concerne un tout petit peu l'historique, hein, bon, l'hypnose continue à évoluer encore, et surtout grâce aux neurosciences, grâce aux chemins neuronaux sur lesquels je travaille beaucoup, et qui font la richesse évidemment des séances d'hypnose. Alors, l'hypnose maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs étapes hein, pour l'hypnose. La première étape qui est importante, ça va être de créer une relation particulière. Donc, si vous êtes hypnopraticien, si vous pratiquez l'auto-hypnose, si vous pratiquez l'auto-hypnose, cette relation particulière avec vous-même, ça va être la confiance en vous. Si vous pratiquez l'hypnose donc en cabinet, eh bien, ça va être de créer une relation particulière. C'est une relation de confiance. Sachez que si la personne qui est en face de vous n'a pas confiance en vous, bien son inconscient résistera, il se laissera pas hypnotiser. Voilà. S'il ne se sent pas en sécurité, alors quand je parle de sécurité, évidemment, je parle de sécurité émotionnelle. Hein. Je parle pas de sécurité physique, en tout cas pas dans un cabinet, ce serait quand même assez grave. De sécurité émotionnelle. Alors, sécurité émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lorsqu'on a peur de dire des choses aux gens, parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur que ce soit mal interprété, des choses comme ça, vous voyez. Donc, la sécurité émotionnelle est vraiment très, très importante. Le respect, évidemment, ça c'est la base hein, de la relation thérapeutique, mais il faut quand même le dire parce que c'est vraiment important. Je vous ai parlé donc de relation, elle est vraiment importante, il faut savoir la créer. Ça ne se crée pas comme ça en fait, hein. Ça ne se crée pas en claquant du doigt ou en disant quelques mots gentils comme « bonjour, je suis content de vous voir », etc. Bon, en faisant 3 sourires. Non, la relation, elle vient de l'intérieur. Et donc, c'est de l'intérieur que ça se travaille. Hein, pour faire simple, ce que nous devons créer, si vous voulez, lorsque l'on va faire une séance d'hypnose, ça va être 4 choses. La première chose que l'on va devoir créer chez l'autre, en fait, c'est de l'espoir. S'il vient vous voir en séance d'hypnose, c'est qu'il a besoin d'y croire, il a besoin de croire en vous, de croire en la technique, il a besoin de penser que il a de l'espoir pour aller mieux, pour guérir, etc. Et vous devez donner cet espoir. Hein. C'est une des choses pour lesquelles Milton Erickson était certainement le plus doué, c'était de donner de l'espoir. Et j'ai envie de dire, si vous donnez de l'espoir, il y a déjà une bonne partie du travail qui est fait. La deuxième chose qui est importante aussi, en termes de relations, en termes de tout ça, c'est de considérer que l'être humain est un être unique. Il n'existe pas 2 êtres humains qui sont identiques. Et vous ne devez donc pas trop traiter un sujet, mais vous devez traiter le sujet qui est en face de vous. Et ce sujet, je dis ça parce que je ne sais pas son nom, mais il a un nom, il a un prénom, voilà. Et il faudra l'appeler par son nom, par son prénom, et il faudra l'interroger. On va voir que ça va être la deuxième étape. Hein. Je vous ai parlé de la première étape, c'était la relation. La deuxième étape, on va le voir, ça va être le questionnement, mais pas n'importe quel questionnement. Et donc, vous devez avoir une séance d'hypnose
qui est adapté à ce sujet, qui va reprendre dans votre façon de vous exprimer ce qu'il a en lui-même, hein, son système de référence. On parle parfois de son modèle du monde à lui, en fait. Hein, voilà. Et par exemple, ça ne sert à rien d'accompagner quelqu'un avec des dauphins, par exemple, si sa passion à lui, c'est la montagne. Voilà. Et je suis bien d'accord pour dire que les dauphins, c'est beau, hein, c'est agréable, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment élégant, etc. Mais si son truc à lui, c'est la montagne, eh bien, parlez-lui de montagne, ne lui parlez pas de dauphins. Si ce sont les dauphins, parlez-lui de dauphins. Parlez-lui de ce qui est important pour lui dans la vie. Hein. Si c'est le sport, parlez-lui de sport. Ses enfants, il va falloir faire des métaphores, des histoires où les enfants sont présents, vous voyez. Donc vraiment vous adapter à la personne. Alors pour créer la relation, évidemment, il va falloir prononcer certains mots, mais il va falloir aussi que ça vienne de l'intérieur. Voilà, si ce sont que des mots, eh bien, au niveau de votre façon de parler, au niveau de votre communication non verbale, au niveau de votre sourire, au niveau de tout ça, ben, ça marchera pas, en fait, hein, si ça vient pas de l'intérieur. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Mais je vais vous donner un exemple de phrase, par exemple, puis je vais surtout vous la décoder, parce que si je vous la décode pas, elle passera inaperçue. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle passe inaperçue. Imaginez, par exemple, que vous receviez quelqu'un. Alors, en hypnose, on reçoit beaucoup de gens pour l'arrêt du tabac. Hein. Eh bien, imaginez que vous receviez quelqu'un pour l'arrêt du tabac. Eh bien, vous allez, par exemple, première chose, vous dire bonjour, ça c'est évident, mais attention, les rituels, ça compte, hein, même si c'est évident. Les rituels, ça compte. Imaginez que vous arriviez chez vous ou au travail, puis qu'on ne vous dise pas bonjour, hein, ça va pas aller, quoi. Hein. Voilà. Alors, bonjour. Alors ensuite, comment allez-vous? Alors, ça a l'air de rien, c'est une phrase rituelle aussi, hein, mais ça veut dire que je m'intéresse à la personne. C'est comme ça que l'inconscient va capter ce comment allez-vous. Vous voyez, je m'intéresse à lui. Hein. Alors, je vous ai eu au téléphone il y a une quinzaine de jours, en supposant que vous l'ayez eu et que la personne vous ait parlé de son envie de venir vous voir pour le tabac, par exemple. Hein. Bien, vous avez pris quelques notes et vous avez noté, par exemple, qu'il fumait un paquet de cigarettes par jour, etc. Et juste avant de le recevoir, vous relisez ces notes pour vous rafraîchir la mémoire. Et là, vous lui dites, alors, vous m'aviez dit que vous fumiez un paquet de cigarettes par jour. Alors là, la personne se dit, tiens, il se souvient de moi. C'est que je suis quelqu'un d'important pour lui, parce qu'on se souvient en réalité que des personnes importantes. Ensuite, vous allez utiliser des mots comme « si vous le permettez, j'aimerais bien me présenter ». Alors pourquoi « si vous le permettez » ? Parce que c'est une demande d'autorisation et en faisant cette demande d'autorisation, vous allez montrer que vous n'avez pas une position dominante vis-à-vis de l'autre, vous n'êtes pas écrasant, vous demandez l'autorisation, évidemment, elle est acquise. Hein. La personne, elle va dire oui, bien sûr. Si vous le permettez, je vais me présenter. Ça, c'est important parce que se présenter, ça permet de connaître l'autre et on a peur un peu des gens que l'on ne connaît pas, on s'en méfie. Vous savez, quand on arrive dans une réception où il y a plein de gens qu'on ne connaît pas, ou si on connaît personne, par exemple, hein, on est un petit peu en retrait. Voilà, le temps qu'on se mette à connaître les gens, et à ce moment-là, on se sent en sécurité, puis on ose à ce moment-là s'exprimer librement, etc. Je vais d'abord me présenter, ensuite je vais vous poser quelques questions pour savoir ce qui vous amène ici. Alors, poser quelques questions pour la personne, pour son inconscience, ça veut dire que vous vous intéressez à lui, voilà. Et ce qui vous amène, hein, je ne vous ai pas dit quel est votre problème. Je n'ai pas prononcé le mot problème. Qu'est-ce qui vous amène? C'est-à-dire, je suis en train de reconnaître en fait que la personne, elle vient d'elle-même, donc ça veut dire qu'elle est dans une démarche volontariste, vous voyez. Et puis, vous allez continuer de cette manière-là, en lui posant quelques questions. Et puis, vous allez introduire des mots comme on va voir ensemble, comme on va procéder. Le mot ensemble est important. On forme une équipe. Hein, vous voyez, le thérapeute et celui qui est accompagné ne sont pas deux personnes déconnectées. Non, elles travaillent ensemble, voilà, à l'unisson pour obtenir des résultats. Voilà. Alors, il y a plein d'autres choses, évidemment, mais je vous fais un raccourci, sinon on va passer la journée ensemble. Hein. En tout cas, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que lorsque l'on fait tout ça, vous voyez, on s'entraîne. Hein, c'est-à-dire qu'on fait des groupes de 3, des groupes de 2, et puis à ce moment-là, on s'entraîne à créer une bonne relation, on s'entraîne à questionner, etc. La troisième chose qui va être importante en hypnose, c'est la notion de ressources.
l'hypnose est basée sur la notion de ressources. Ça, c'est le grand apport de Milton Erickson dans sa vision de l'inconscient, c'est de dire que l'inconscient est un puits de ressources, une réserve de ressources. Un petit peu comme si vous pouviez imaginer quelqu'un qui est sur une barque, par exemple, et qui ne sait pas qu'il y a sous sa barque plein de poissons. Il peut même se laisser mourir de faim parce qu'il n'a plus rien à manger, alors qu'il y a l'eau est poissonneuse et qu'il pourrait attraper des poissons et les manger. Donc voilà, nous avons plein de ressources, mais c'est pareil, c'est pas un mot qu'il va falloir utiliser en disant à la personne vous avez plein de ressources, etc. Parce que la personne à ce moment-là va se mettre à résister, elle va dire même si j'avais des ressources, je serais pas malade, si j'avais des ressources, j'aurais pas besoin de vous, si j'avais, vous voyez, donc ne prononcez pas le mot ressources. Voilà, mais laissez sous-entendre que la personne a des possibilités, voilà, et que grâce à vous et grâce à elle, grâce à ensemble, le mot ensemble, eh bien ces ressources, eh bien vont pouvoir émerger et on va en faire quelque chose. Le quatrième point qui est vraiment important, c'est la notion de résistance. La notion de résistance, elle est fondamentale parce que très très souvent les gens se disent ouh là là, je vais tomber sur un sujet résistant, surtout quand ils débutent. Hein. Je vais tomber sur un sujet résistant et ça c'est embêtant. Ils en ont petit peu peur. Eh bien, moi, je vais vous rassurer, les résistances, c'est formidable. Une résistance, ça veut dire que le sujet, il a de l'énergie. Et donc, vous allez pouvoir utiliser cette énergie, en fait, pour en faire quelque chose. Vous allez transformer une énergie qui est, on va dire, mal orientée vers la défense, vers la méfiance, etc. Et vous allez la transformer en énergie positive grâce à la relation, grâce à tout ça. Vous allez réorienter l'énergie un petit peu, si vous voulez, comme lorsqu'on fait du judo. Moi, j'ai fait du judo quand j'étais enfant et j'ai toujours été impressionné de voir des judokas qui étaient petits ou pas, ou assez minces, etc. et qui arrivaient à mettre par terre un gars qui était beaucoup plus costaud qu'eux. Ben, tout simplement parce que lorsque le gars se projetait sur eux, bien au lieu de résister, bien ils prenaient le kimono et puis ils utilisaient l'élan de l'autre en fait pour le mettre par terre. Voilà. Et c'est ce que l'on va faire, sauf qu'on n'est pas dans une situation de combat. Mais ça va être ça l'idée, ça va être d'utiliser en fait la résistance de l'autre pour en faire quelque chose de bien. C'est une énergie à transformer. Voilà, donc ce sont les 4 points qui sont vraiment importants avant que je continue à vous expliquer ce que c'est. Les 8 étapes de la séance d'hypnose. Donc c'est l'espoir, hein, l'unicité de la personne. Nous sommes tous uniques. Il n'y a pas 2 personnes identiques sur la planète. Donc il faut être utilisationnel, utiliser les matériaux de l'autre, les ressources qui sont vraiment infinies. Plus vous allez avancer dans l'hypnose et plus vous allez découvrir que vous aviez des ressources cachées, verrouillées parfois. Et puis enfin la notion de résistance qu'il faut voir comme une chose positive. Alors tout ça, j'en avais parlé au tout début, c'était la relation. Et puis là, je vais parler à l'étape 2, où je vais vous dire beaucoup de choses. J'ai pas envie que ce webinaire que vous regardez soit juste un truc de pub. J'ai envie que vous appreniez vraiment des choses. Et je suis persuadé qu'il y a parmi vous peut-être même des praticiens expérimentés qui vont le regarder et en retirer quelque chose. C'est ce que je leur souhaite, même s'ils viennent pas de chez nous. Pour moi, ça n'a aucune importance. J'ai de très bonnes relations avec un grand nombre de centres de formation et on est souvent dans une ambiance confraternelle. Donc ceux qui veulent écouter cette vidéo et qui viennent d'ailleurs sont les bienvenus. Voilà. De toute façon, plus on est de fous, comme on dit, hein, plus on rit. Alors, donc, la première chose, c'est la relation. La deuxième chose, c'est le questionnement. Alors, le questionnement, c'est très, très important. Bien qu'il ne faille pas passer sa vie là-dessus, puisque nous ne sommes pas des psychanalystes. Hein, nous sommes dans le cadre de thérapie brève. Voilà. Nous ne sommes pas non plus... Alors, la psychanalyse, je n'en dirais pas de mal, hein, c'est très, très bien. Hein. Nous ne sommes pas non plus dans des techniques narratives, qui sont également très, très bien. Nous sommes dans les thérapies brèves, et nous sommes dans une autre démarche. Hein. Mais le questionnement est très, très important malgré tout. 2 types de questions. Les questions sur ce qui amène la personne. Voilà. Alors, par exemple, ça peut être l'arrêt du tabac, ça peut être le surpoids, ça peut être la douleur, ça peut être le stress, ça peut être un burn-out qui est en train de se constituer, ça peut être une dépression qui est en place. Enfin, il y a une infinité de choses où l'hypnose peut faire quelque chose. Les gens me disent, est-ce qu'avec l'hypnose, on peut guérir un cancer? Là, je réponds non. Il faut aller voir, évidemment, un médecin, etc. Mais par contre, on peut accompagner quelqu'un parce qu'un cancer, c'est pas seulement une maladie du corps, c'est aussi une maladie de l'esprit. Et quand on a un cancer, on est démoralisé,
Parfois, il y a des gens qui n'y croient plus et on sait que lorsqu'on y croit, on est beaucoup plus, le système de défense est beaucoup plus efficace que lorsqu'on n'y croit plus. Donc, oui, on peut accompagner quelqu'un, mais surtout, si vous êtes hypnopraticien, et que quelqu'un se met à avoir une confiance tellement importante en vous qu'il décide d'arrêter un traitement quelconque d'ailleurs, surtout dites-lui non, on ne doit jamais arrêter un traitement, c'est au médecin de décider si on arrête un traitement ou pas. Voilà, c'est pas il faut même faire promettre à la personne de ne pas arrêter sans l'avis du professionnel de santé. Alors l'écoute. Les questions, pardon, oui, il faut avoir de l'écoute quand on pose des questions, évidemment. Les questions, ça va être sur ce qui amène la personne ou sur ce que vous pouvez faire pour lui. Vous voyez, deux façons de demander sans poser le mot problème. Plutôt que de dire quel est votre problème, ce qui est négatif, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous amène, que puis-je faire pour vous. Voilà. Donc ça va être intéressant, évidemment, c'est très très important. Ce ne sera pas du tout les mêmes techniques d'hypnose, donc c'est une chose ou une autre. Et deuxième type de questions, ça va être des questions qui vont porter sur ce qu'est la personne. Vous allez l'interroger, qui elle est, etc. Et ce qu'elle aime aussi. Alors pour ça, il y a plein de techniques, des techniques un petit peu détournées, comme par exemple de dire à un moment donné, je vais avoir besoin d'un souvenir agréable. Est-ce que vous pourriez me parler d'un souvenir agréable que vous avez? Puis à ce moment-là, vous entendez les cloches, ça veut dire que c'est le direct. Voilà. À ce moment-là, eh bien, vous allez questionner la personne. Si elle vous dit, moi, ce que j'aime, ce que j'ai un très bon souvenir, par exemple, c'est un anniversaire. Ok, un anniversaire. Et alors, à cet anniversaire, il y avait qui? Il y avait ma famille. Alors, la famille, ça va? Et vous essayez de voir, peut-être que c'est une personne qui est très, très famille. Et si c'est une personne qui est très, très famille, vous pourrez utiliser ça, vous voyez? C'est tout simple en réalité. Si elle vous dit un très bon souvenir, j'étais en vacances au bord de la mer, etc. Ah, j'étais en vacances au bord de la mer. Alors vous aimez bien les vacances au bord de la mer? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Et hop, vous posez des questions comme ça, l'air de rien en quelque sorte, et puis vous enrichissez votre connaissance de l'autre en quelque sorte, mais pas de l'autre avec un petit A, de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la personne que vous avez en face de vous et pas d'une autre, ce qui vous évitera de parler des chemins de grande randonnée si la personne elle aime la plage. Voilà. Voilà. Donc ça va être pour être utilisationnel, c'est-à-dire vraiment collé à la personne. La troisième question que vous allez faire, la troisième chose que vous allez faire, troisième étape, ça va être de renseigner la personne sur ce que c'est que l'hypnose. Les gens, d'une façon générale, se font une idée assez fausse ou très fausse de l'hypnose. Il y a très peu de gens qui connaissent vraiment ce qu'est l'hypnose. Donc, il va falloir expliquer, d'abord démystifier l'hypnose. C'est pas de la magie. Qu'est-ce qui est magique dans l'hypnose? Eh bien, c'est le cerveau, tout simplement. C'est l'inconscient qui est extraordinaire. C'est notre cerveau qui est fantastique. Vous savez que notre cerveau, c'est 1,3 kg, mais c'est 100 milliards de neurones. C'est un nombre énorme, gigantesque de connexions synaptiques, de chemins synaptiques. C'est vraiment fantastique et c'est ça la vraie richesse. Votre cerveau, il est relié à votre système immunitaire. On sait bien que quand on déprime, quand on n'est pas en forme, on est plus souvent malade. Lorsqu'on est optimiste, lorsqu'on rayonne, lorsqu'on est heureux, eh bien, on est en bonne santé. En tout cas, on a plus de chances de l'être. On ne peut pas dire que la santé ne tienne qu'à cela, mais ça joue un rôle important. Voilà. Donc, votre cerveau est vraiment extraordinaire. C'est ça qui est magique. Et ce qui est juste magique dans l'hypnose, si j'ose dire, c'est que l'hypnose, eh bien, a la capacité, en réalité, à communiquer avec la partie fondamentale, importante et centrale du cerveau, c'est-à-dire l'inconscient. Voilà. Le conscient, lui, il peut penser une chose et l'inconscient peut penser le contraire. C'est l'inconscient qui va l'emporter. Si, par exemple, le conscient se dit qu'une petite araignée, c'est pas méchant, ça peut pas blesser, ça peut pas faire de mal, ça n'empêchera pas quelqu'un qui est phobique des araignées. Donc là, c'est au niveau de l'inconscient que ça se passe. Pour l'inconscient,
araignée égale danger, eh bien, l'inconscient, lui, il va considérer que l'araignée est dangereuse et il va faire naître une émotion comme un tsunami émotionnel à chaque fois que la personne verra une petite araignée. Les autres auront beau la persuader qu'une araignée, c'est pas dangereux, etc. La personne dira, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Ça veut dire que c'est plus fort que mon conscient. Si on traduisait ça en termes de psychologie, c'est plus fort que mon conscient, c'est mon inconscient qui est le patron, et mon inconscient, il pense que l'araignée, c'est dangereux. Voilà, donc l'hypnose, c'est la voie royale pour communiquer avec l'inconscient. Alors, vous pouvez le faire évidemment pour vos amis, votre famille, vous pouvez le faire en cabinet. On a énormément de gens qui viennent chez nous pour ouvrir un cabinet d'hypnose et je peux vous dire qu'il fonctionne de manière extrêmement prospère. Il y a du travail, beaucoup, sous réserve évidemment d'avoir fait une formation de qualité. Et je pense sincèrement que notre centre de formation, évidemment, est un centre de qualité. Sinon, je changerais tout ce qu'il y a à changer pour que ça le soit. C'est une idée fausse de penser que tous les centres se valent, que tous les enseignants se valent. Est-ce que tous les plombiers se valent? Est-ce que tous les restaurateurs se valent? Est-ce que tous les enseignants de l'éducation nationale se valent, etc. Non, c'est faux. Donc, chaque centre a sa particularité, chaque centre a ses richesses, etc. Et allez voir sur Google, vous allez voir le nombre d'avis, mais énorme, que nous avons et la note que nous avons. Nous avons, par exemple, pour la PNL, nous avons 4,8 avec 200 avis. C'est pas 23 ou 24 ou 40 avis des copains, quoi. C'est 200 avis. Et quand à l'hypnose, nous en avons un petit peu moins parce que j'ai ouvert un peu plus tard, mais nous en avons peut-être 90 ou 100, je ne sais pas, avec un avis de 4,9 sur 100. C'est quand même considérable, quoi. Donc, et puis, si vous voulez aussi avoir des avis, allez donc sur notre site internet, notre site internet qui est France Hypnose Formation, France-hypnose-formation.com. Et là, vous allez voir qu'il y a des avis considérables qui sont écrits à la main, voilà, donc des vrais, et puis aussi des vidéos. Et vous verrez la sincérité des gens et aussi ce qu'ils en font et d'où ils viennent. Et je pourrais en mettre encore et encore et encore. Donc, à un moment donné, j'ai considéré qu'il y en avait tellement que c'était suffisant. J'en rajoute plus. Mais bon, j'en rajouterai quand même de quelques-uns de temps en temps. Mais ça m'arrive. Voilà. Donc, voilà, un centre de formation, c'est faux de dire que tous les centres se valent et qu'il faut juste regarder le site Internet. Le site Internet, c'est bien. Mais c'est juste la qualité du webmaster, ça ne veut pas dire grand-chose autrement. Alors, j'en étais donc au questionnement. Voilà, donc après le questionnement, non, j'en étais rassuré, pardon, excusez-moi, je veux dire, c'est les directs, rassurer le sujet sur ce qu'est l'hypnose, lui expliquer en quelques mots ce que c'est, surtout lui expliquer que au final c'est lui qui va décider. On n'a pas de pouvoir sur l'autre, voilà. Ça c'est une idée fausse aussi, sauf peut-être pour 2 ou 3 personnes sur 100 qu'on peut suggérer. D'ailleurs, souvent les gens qui font des démonstrations, ils prennent les gens les plus suggestibles. Moi, je ne demande jamais à quelqu'un de venir. Pour une démonstration, je laisse toujours les gens venir volontairement. Voilà. Comme ça, d'abord, ça leur permet pour ceux qui n'ont pas envie de venir, de ne pas venir, pour ceux qui ont envie de venir, de venir. Mais en tout cas, nous sommes tous hypnotisables, mais certains sont vraiment très suggestibles. Mais de toute façon, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Ça, c'est de la mythologie, en fait, entretenue parfois par des gens qui voudraient faire croire qu'ils ont des pouvoirs, des choses comme ça. Mais bon, laissons cela de côté. Donc, vous expliquez ce que c'est que l'hypnose c'est un processus naturel, que par exemple un enfant qui regarde la télévision, qui a mal au ventre, vous le mettez devant une télévision, d'un seul coup, au bout de 3-4 minutes, il a plus mal au ventre parce que il est tellement centré sur la télévision qu'il est en quasi-hypnose. Voilà. Et comme il est en quasi-hypnose, du coup, eh bien, il ne sent plus sa douleur. Mais dès que le film va s'arrêter, ça va recommencer parce que ça
l'a pas guéri, quoi. Ça l'a simplement ça a simplement détourné son attention. Vous êtes en hypnose aussi lorsque vous prenez le métro puis que vous oubliez une station de métro. Bon, voilà, parce que vous êtes dans vos pensées. Vous êtes en auto-hypnose lorsque vous vous baladez, que vous pensez à autre chose. Voilà. Donc, les occasions où vous êtes en hypnose, disons naturelle, sont fréquentes. Donc, on va utiliser simplement des mécanismes pour faire en sorte que vous soyez dans une hypnose importante. Alors maintenant, la profondeur de transe, alors ça c'est très très facile de mettre quelqu'un en hypnose, on va en reparler dans quelques instants, mais c'est pas si important que ça. Vous verrez que vous allez y arriver très facilement. Ce qui est important, ça va être les suggestions. J'en parlerai un petit peu plus tard dans les autres étapes en fait de la séance d'hypnose. Alors maintenant, vous avez rassuré la personne. Alors, vous pouvez faire ou ne pas faire, mais moi, je conseille de le faire, une relaxation. Pourquoi? Parce que souvent, les gens en hypnose, au début surtout, ils sont parfois un petit peu tendus parce qu'ils ne vous connaissent pas, même si vous avez créé une bonne relation, parce qu'eux aussi, ils ne connaissent pas l'hypnose, parce qu'ils sont dans un lieu qu'ils ne connaissent pas. Tout ça, ça fait une petite tension au niveau du corps. Donc, moi, je fais toujours une petite séance de relaxation, ce qui est quand même, bon, ça fait du bien. Donc, je commence par les pieds, je demande aux gens de se concentrer sur les pieds, puis sur les mollets, puis sur les jambes. Pendant cela, ils ne pensent pas à autre chose. Vous voyez, ils se concentrent sur la pression qu'exercent les mains sur les jambes, sur le contact du dos sur la chaise. Ensuite, je parle du visage, qui a la possibilité de se détendre. Puis là, je fais une petite analogie, un petit peu comme les muscles d'un enfant qui se détend juste avant de s'endormir, juste avant que ses paupières commencent à devenir lourdes. Vous voyez, je fais ça. Au passage, vous pouvez demander au sujet de fermer les yeux. Mais si c'est mieux, c'est plus facile. Mais si il souhaite garder les yeux ouverts, ça fonctionne très très bien. Quand on est en hypnose devant la télévision, on a les yeux ouverts. Donc, vous pouvez le faire, c'est très très facile. Bon, cette séance de relaxation, elle n'est pas obligatoire. Ça prend 4-5 minutes et ça fait du bien. Ça fait du bien à la personne en face de vous. Ça vous fait du bien aussi. C'est toujours bon de se relaxer. Si vous pouvez vous relaxer plusieurs fois par jour. Puis c'est un très bon outil d'amorçage de l'auto-hypnose. Voilà. Donc du coup, vous apprenez aussi l'auto-hypnose, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. L'auto-hypnose. Commencez par vous. Vous allez être le premier gagnant de l'apprentissage de l'hypnose. Donc, l'étape suivante, donc 4, à la 5e étape. La 5e étape, c'est l'induction hypnotique. Alors, l'induction hypnotique, il en existe plein de formes différentes. Ça peut être des inductions rapides, ça peut être une induction rapide, une induction flash qu'on pratique, qui ne dure que quelques microsecondes en fait, voilà. Rarement à la première séance, on peut le faire à la première séance, mais moi je n'aime pas trop à la première séance parce que ça donne l'impression que la personne elle a un pouvoir sur l'autre et voilà, c'est pas le but. Et puis j'ai un autre objectif aussi dans l'induction, c'est de faire en sorte que le cerveau soit dans un état émotionnel positif. Et donc pour qu'il soit dans un état émotionnel positif, je souhaite qu'il fabrique 2 substances essentiellement, la dopamine, qui est l'hormone neurotransmetteur du bonheur, et la sérotonine, qui est le neurotransmetteur de la sérénité et de la tranquillité. Donc, je préfère une hypnose plus douce, plus respectueuse de la personne. J'ai encore eu quelqu'un qui est venu me voir il y a quelque temps parce qu'il avait eu une séance qui lui avait donné des maux de tête dont il n'arrivait pas lui à se débarrasser. Et évidemment, je l'en ai débarrassé en faisant une hypnose douce et en faisant revenir les fameux neurotransmetteurs, etc. Et donc, je préfère cette hypnose douce parce que quand même, ça prend 10 minutes, même pas. Alors, 10 minutes, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert de gagner 9 minutes, à moins que vous soyez pressé pour prendre d'autres personnes après, mais c'est pas ça l'hypnose. Donc, prenez votre temps. Les 10 minutes, grâce à 10 minutes, vous allez créer dans le cerveau du sujet qui est en face de vous de la dopamine, l'hormone du bonheur. Vous savez que pour être créatif, imaginatif, etc., on a besoin de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur, mais c'est aussi l'hormone de la créativité, de l'imagination. C'est pour ça que dans la dépression, c'est très important de faire venir de la dopamine dans le cerveau de vos personnes. Il suffit de raconter des histoires, de raconter de belles histoires, etc. Et
et des histoires symboliques, et puis vous allez voir, ça vient tout seul. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la tranquillité, de la sérénité, du bien-être. C'est le neurotransmetteur que je conseille de mobiliser lorsque l'on a des troubles du sommeil. Voilà, souvent, les gens qui ont des troubles du sommeil, ils ruminent des choses négatives, donc ils font venir de l'adrénaline, du cortisol, etc. Donc avec la sérotonine, eh bien, ils vont devenir plus calmes. Vous savez que lorsqu'on nous donne un antidépresseur à quelqu'un, on lui donne ce qu'on appelle un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, c'est-à-dire un médicament qui va augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Voilà. Donc la sérotonine, c'est un très très bon neurotransmetteur, et en prenant 10 minutes, on arrive à modifier en quelque sorte la chimie du cerveau. Alors pour ça, eh bien, il suffit de penser à quelque chose d'agréable. Agréable égale dopamine, ou alors agréable et tranquille égale sérotonine. Vous voyez, le direct, hein, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un peu de bruit dans la rue. La sérotonine, la dopamine, et à ce moment-là, vous allez commencer à passer à l'étape suivante, hein, qui va être la phase de travail. Alors, pendant la phase de travail, c'est là que vous allez utiliser des suggestions, puisque l'hypnose, le but, c'est pas de mettre quelqu'un en hypnose, c'est de modifier des agencements psychologiques néfastes. Voilà. Et donc, il va falloir remplacer des maillons, en fait, dans une chaîne, des maillons négatifs par des maillons positifs. Donc, changer les agencements psychologiques néfastes, hein, avec l'autorisation, évidemment, préalable de la personne. Hein. La personne qui vient vous voir pour l'arrêt du tabac, par exemple, eh bien, vous lui posez quand même la question, même si c'est évident, il vient vous voir pour ça, mais posez-lui la question en disant, vous voulez arrêter de fumer? Oui. Vous voulez vraiment arrêter de fumer? Oui. C'est important pour vous d'arrêter de fumer? Oui. Hein, j'ai obtenu 3 oui, on appelle ça un truisme. Pourquoi vous voulez arrêter de fumer? Alors, c'est pas par curiosité que je fais ça, je pourrais, hein, mais c'est parce que j'ai envie qu'elle leur fasse revenir au premier plan les vraies raisons pour lesquelles elle veut arrêter de fumer. Je veux arrêter de fumer pour ma santé. Je veux arrêter de fumer parce que je veux refaire du sport. Je veux arrêter de fumer parce que je veux pas être un mauvais exemple pour mes enfants. Vous voyez, donc chacun ses raisons. Et je les fais revenir en avant, en fait, hein, grâce au questionnement plutôt. Hein. Donc on apprend aussi, encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein, c'est-à-dire que après que j'ai fait un exposé, je fais une démonstration. J'adore faire les démonstrations. Moi, je pratique et j'aime l'hypnose tellement qu'à chaque fois que je fais une démonstration, je suis heureux. En plus, je me mets dans une hypnose légère pour accompagner la personne. Vous savez que c'est un échange entre deux personnes, en hypnose. Et à ce moment-là, je vais pouvoir réutiliser évidemment tout ce qui était amené, et surtout faire des suggestions. Donc, faites des suggestions. Alors, il y a plein de suggestions différentes, donc on va passer beaucoup de temps à les apprendre. C'est ça la vraie richesse de l'hypnose. Hein. Ça va être d'apprendre à manier des suggestions, à contourner les résistances du conscient, voilà, pour accéder à l'inconscient. Voilà, ça va être ça la force. Et puis, une fois que vous avez fait votre séance de travail, qui va différer évidemment suivant ce que la personne vous amène, hein, et bien à ce moment-là, vous allez faire la fin de transe. Alors la fin de transe. Alors la fin de transe, moi aussi, on pourrait la faire rapide. D'ailleurs, Hellman, qui est un géant de l'hypnose, lui aussi, faisait des retours rapides. Bon, moi, comme je suis quelqu'un qui prend soin, etc. C'est quelque chose que je fais plutôt des retours lents. Alors un retour lent, soyons sérieux, ça dure 1 minute. Hein, on n'est pas 1 minute près, quoi. Il y a des gens qui disent bon, je vais compter jusqu'à 3, puis à 3, vous ouvrez les yeux, etc. Ou je vais claquer du doigt, et alors je vais claquer du doigt, vous allez ouvrir les yeux et vous serez ici et maintenant et en pleine forme. Bon, on peut faire, on n'est pas 1 minute près quand même. Hein. C'est aussi un message qu'on envoie à l'inconscient. Je prends soin de vous jusqu'à la fin. Quoi, voilà. Hein, et les gens se sentiront bien avec vous comme ça. Donc, vous faites revenir les gens lentement, tranquillement, soit par un compte à rebours, en disant quelque chose. Voilà, un compte à rebours. Si vous avez fait un approfondissement de transe,
Alors on apprend aussi les approfondissements de transe, hein, ça peut être un comptage, je vais compter jusqu'à 10 et au fur et à mesure que je vais compter, vous allez rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur de la transe. Il y a tout un langage aussi, hein, je dis pas vous allez rentrer plus profondément, vous allez rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur de la transe et puis je pompe. Ça peut être aussi une métaphore, hein, comme on descend dans une vallée, voilà, il y a plein de raisons. Donc pour la sortie de transe, je ferai le chemin inverse, j'ai compté de 1 jusqu'à 10, je compterai de 10 jusqu'à 1 en disant à la personne, lorsque je serai à 1, à ce moment-là, vous pourrez tranquillement ouvrir les paupières et revenir ici et maintenant. Peut-être éprouverez-vous le besoin de vous étirer un petit peu, peut-être aurez-vous envie de prendre un verre d'eau, etc., ou de faire quelques pas. Et je vais même jusqu'à dire, et si vous avez besoin de quelques instants de plus, prenez-les pour ne pas être brutal. Voilà. Moi, mon objectif, c'est vraiment de prendre soin de la personne pour créer une relation de confiance, de bien-être, et qu'on travaille vraiment ensemble. Voilà. Donc, c'est important, très, très important pour moi. Ensuite, une fois que vous avez fait revenir la personne de la transe hypnotique, vous pouvez vous dire, bah, ça y est, c'est fini. Ben non. Non, non, c'est pas fini. Il y a encore une étape. C'est la dernière étape. Et cette étape, en fait, ça va constituer, c'est ce que j'appelle la fin de séance. Avant, c'était la fin de transe. Là, c'est la fin de séance. Et combien de personnes ne font pas ce qu'il faut dans la fin de séance, hein. J'ai vu des gens qui disent, bon, ben, je ne sais pas si ça va marcher, mais si ça ne va pas marcher, c'est parce que vous n'êtes pas prêt pour ça. Bon, voilà, ils sont en train d'induire la possibilité que ça peut ne pas marcher. Voilà. Alors moi, ce que je peux dire, c'est, par exemple, à la place de ça, je dis, je ne sais pas si les résultats, ça va être tout de suite ou dans quelques instants, ou dans une heure, ou demain. Voilà. Donc là, je ne suis pas en train de dire que je ne sais pas si ça va marcher. Je suis en train de dire que je ne sais pas quand ça va marcher. Donc du coup, ça va marcher, parce que je ne sais pas quand. Voilà. Ensuite, je remercie la personne. C'est très important. Elle a donné d'elle-même quand même, hein. D'abord, elle est venue. Ensuite, elle vous a écouté. Ensuite, elle a accepté certaines choses que vous lui avez demandées, comme peut-être de fermer les yeux, ou de laisser sa main monter tranquillement, ou de vous faire des petits signes. Tout ça, on apprend ça, hein, pendant la formation hypnose. Il y a vraiment plein de choses, hein, à apprendre. Et donc, du coup, vous allez la remercier pour tout le travail qu'elle a fait. Je suis vraiment très content. Je vois que vous avez fait un bon travail, vous êtes bien étendu. Vous allez repérer tout ce qu'elle a fait de bien, puis vous allez les citer. J'ai vu à un moment donné que votre respiration était calme et tranquille. Bravo, vous êtes parvenu à vous détendre. Ensuite, vous êtes parvenu, j'ai vu votre visage. Tout ce que vous allez repérer qui est positif, vous allez lui dire, vous allez la remercier. Je suis vraiment très content de cette séance. On a fait une belle séance ensemble. Voilà, et je remets le mot ensemble. Voilà, vous devez être satisfait évidemment de ce que vous avez fait. Alors, il peut y avoir des abréactions, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient, etc. Tout ça, c'est normal. Hein, il va falloir apprendre aussi à utiliser tout ça. Hein, la personne qui pleure, plutôt que de lui dire « Ah, vous avez pleuré », bon, non, vous allez lui dire « Ah, vous avez pleuré, c'est bien », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est extériorisé et c'est une très très bonne chose. Voilà. Ça sert à rien de laisser des émotions enfermées à l'intérieur de soi, vous êtes libéré de certaines choses. Félicitations, bravo, vous avez accepté ça, c'est une très bonne chose. Si elle a ri, des fois, les gens rient et disent « mais je ne sais pas pourquoi j'ai ri ». Ben, vous dites « vous ne savez pas pourquoi, mais votre inconscient, lui, il le sait ». Mais en tout cas, c'est très positif, hein. Ça veut dire que, là encore, si vous avez ri, ça veut dire que dans votre cerveau, il se passait des bonnes choses, hein, quelque part, hein, pour que l'on rie. Hein. Le rire, ce n'est pas anodin, en fait. Hein, voilà. Donc, il faut tout valoriser. Voilà. Et dire « voilà, j'ai été très heureux de vous accompagner ». Alors, si je revois la personne, ça arrive très souvent parce que faut pas dire que l'hypnose c'est magique et qu'on arrive à tout faire en une séance. Parfois oui, mais parfois il faut plusieurs séances. Parfois il faut des séances de rappel. Eh bien, vous pouvez dire à la personne ce que je vous propose, si ça vous convient, c'est de m'envoyer un petit mail pour me dire comment ça va, comment ça se passe bien pour vous. Et puis, si vous le permettez, avec votre autorisation, j'aimerais vous rappeler d'ici une petite semaine pour faire le point ensemble. Alors là, c'est très important. Si la personne se dit, tiens, il prend soin de moi au-delà de la séance et je vais vraiment le faire et je vais le faire sincèrement
parce que ça m'intéresse de savoir comment va la personne. Et donc, sur mon petit agenda, je vais dire, pensez à rappeler Monsieur Jean-Pierre Dubois pour lui demander comment ça s'est passé. Puis, je vais lui passer un petit coup de fil sympathique. Si c'est l'arrêt du tabac et qu'il me dit, ben oui, j'ai arrêté de fumer, mais c'est dur, hein, j'en souffre un petit peu. Hein, je suis tenté souvent. Alors, je lui dis à ce moment-là, ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse une petite séance pour renforcer tout ça. Et puis, je vais également vous enseigner l'auto-hypnose pour que vous puissiez renforcer vous-même lorsque vous sentez une petite faiblesse pour qu'à un moment donné, vous n'ayez vraiment plus envie du tout de fumer et que vous soyez totalement à l'aise avec ça. Voilà. Donc, je peux proposer, hein, c'est la personne qui va dire oui ou qui va dire non, mais je peux proposer une séance supplémentaire. Voilà. Et là, vous avez fait une belle séance d'hypnose. Vous voyez toutes les étapes. Toutes les étapes sont vues au départ séparément, hein, c'est-à-dire qu'on apprend à créer la relation, on apprend le questionnement, on apprend à poser, on apprend à rassurer la personne sur l'hypnose, on apprend ensuite à faire la relaxation, on apprend l'induction, les différentes formes d'induction, parce qu'on en apprend plusieurs, hein, évidemment. On apprend la phase de travail, la sortie de transe, la fin de séance, tout ça par groupe de 3, ce qui fait que dans une formation de technicien, par exemple, au bout du 8e jour, eh bien, la personne, du 4e jour, pardon, au bout du 4e jour, la personne, elle sait faire une séance complète de A à Z comme un pro. Et quand je dis comme un pro, c'est vraiment le cas, hein, comme un pro. Et donc, ça veut dire, puisque c'est 8 jours de formation, les 4 jours qui vont suivre, ça va être des séances entières. Donc, nous, à partir du 4e jour, on fait plus que des séances entières. Voilà. Et à chaque fois qu'on apprend une nouvelle technique, par exemple, on va apprendre la catalepsie, on va apprendre la lévitation, on va apprendre des suggestions. Ben, si on apprend la catalepsie, ben, pour apprendre la catalepsie, on va faire une séance entière au cours de laquelle il y aura la catalepsie. Donc, on s'entraîne, puis on ajoute une chose. On fait de l'empilage de compétences, en quelque sorte. Voilà. Alors, bon, après, il y a le technicien, il y a le praticien. Le praticien, déjà, avec le technicien, on sait faire beaucoup de choses. D'autant que dans le technicien, il y a des techniques majeures. Ça fait vraiment partie des techniques les plus demandées en hypnose, comme par exemple l'arrêt du tabac. Je veux dire qu'il y a une demande très très forte de l'arrêt du tabac parce que ça fonctionne très bien. Si vous tombez sur un bon hypnopraticien, il vous fera arrêter de fumer sans aucune difficulté. Alors en une séance ou en 2 ou 3, ça je ne sais pas, ça va dépendre de vous. Et puis de lui, puis de plein de choses. Mais en tout cas, vous arrêterez de fumer grâce à l'hypnose, ça c'est sûr. La douleur. Alors la douleur, ça c'est vraiment important. Vous avez des gens qui ont des douleurs aiguës. Bon, les douleurs aiguës, c'est qu'on a un problème, on enlève le problème et c'est fini. Voilà. Vous avez les douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, on a mal tout le temps. Par exemple, parce qu'on a vieilli, puis on a mal dans le dos, on a mal aux articulations, on a voilà, des choses comme ça. Et à ce moment-là, la douleur avec l'hypnose est très très efficace. Hein. Enfin, je veux dire, l'hypnose est très efficace contre la douleur. J'y arrive. Et en plus, vous allez apprendre à la personne l'auto-hypnose. Moi, mes stagiaires, on leur apprend l'auto-hypnose, évidemment, mais ça, ils l'apprennent automatiquement parce que ça fait partie intégrante de la formation en hypnose. Hein. Mais surtout, ils apprennent à apprendre l'auto-hypnose à leurs patients. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, pour la douleur, ils vont apprendre l'auto-hypnose à leurs patients et ils vont du coup pouvoir... les patients vont pouvoir utiliser l'auto-hypnose dès qu'ils ont un petit peu mal pour réduire ou supprimer les médicaments. Vous savez, les médicaments, moi, j'ai rien contre, mais on en prend trop. Voilà. Le Doliprane, par exemple, c'est un médicament qui est en vente libre. Alors on se dit, oh, c'est rien, on en prend beaucoup. Sachez qu'il y a une greffe de foie par semaine, voilà, due au Doliprane. Et les autres qui n'ont pas de greffe de foie par semaine, ils ont le foie qui est très, très abîmé par l'utilisation excessive du Doliprane. Voilà. Les antibiotiques, lorsque votre système immunitaire ne fonctionne pas très bien, eh bien, on vous donne parfois des antibiotiques. Alors, il faut le faire quand c'est nécessaire. Il faut absolument pas le faire quand c'est pas nécessaire. Mais sachez que les antibiotiques vont agir sur la flore intestinale et provoquer des dégâts considérables. Voilà. Le stress est une maladie terrifiante qui va abîmer votre corps, qui va faire que vous allez vieillir plus vite et moins bien.
voilà, et que vous vieillirez pas en bonne santé. Donc le stress, on doit l'apprendre à le traiter. Et je dois vous dire que l'hypnose, c'est merveilleux pour traiter le stress. Vous pouvez faire tellement de choses avec l'hypnose que c'est dommage de voir tous les gens qui se privent de cette technique fabuleuse qui est l'hypnose. En tout cas, moi, je le constate depuis des années, je pratique depuis des années. Je plaisante toujours avec mes stagiaires en leur disant je vais prendre ma retraite dans 30 ans. Voilà, ce qui va me faire travailler, je ne vous cacherai rien, jusqu'à 96 ans, presque un siècle, quoi. Oui, c'est possible parce que si on se maintient en bonne santé, tout ça, ça va. Et je suis en excellente santé parce que je suis un optimiste, parce que j'aime ce que je fais et parce que j'utilise l'hypnose tous les jours. L'auto-hypnose, pour moi, c'est de l'hygiène mentale tous les jours. Voilà, c'est ce que je souhaite aussi. Voilà. Bon, j'ai voulu faire un tour global sur l'hypnose. Hein. Il y aurait plein d'autres choses à dire. Évidemment, comme je vous ai dit, je pourrais vous parler de chacun des sujets pendant une journée entière. Voilà. Et puis surtout, apprendre l'hypnose, c'est pas seulement apprendre des connaissances, c'est apprendre des compétences. Mais pour apprendre des compétences, il faut d'abord avoir des connaissances. Ensuite, il faut avoir vu quelqu'un, une démonstration, il n'y a rien de tel. Si vous voulez apprendre à faire des galettes, le meilleur truc, hein, c'est de regarder quelqu'un qui fait des galettes. Voilà, donc il fait une démo. Après, il n'y a pas d'autre façon d'apprendre que de faire. Voilà, et puis ensuite progresser. C'est une discipline merveilleuse, enfin, moi je trouve. Et puis, on peut faire tellement de bonnes choses à plein de gens. Vous pouvez vous installer comme hypnopraticien. Vous pouvez aussi intégrer ça dans votre équipe si vous avez déjà un métier d'accompagnement, si vous êtes coach, si vous êtes médecin, si vous êtes infirmière, les infirmières font des choses extraordinaires avec l'hypnose. Hein. Les sages-femmes qui autrefois utilisaient la sophrologie utilisent de plus en plus l'hypnose. Aujourd'hui, les diététiciennes, nous savons bien les uns ou les autres que notre problème, ça n'est pas de savoir qu'une glace, ça fait grossir. On le sait, mais c'est qu'on a envie. On n'est pas motivé pour faire ce qu'on nous conseille de faire. Donc, en diététique, c'est très, très important, quoi, en fait. Hein. Et je pourrais multiplier pour les enfants, les pédiatres, l'hypnose pour les enfants, c'est merveilleux. Enfin bon, je vais arrêter parce que sinon, je vais vous parler de ça pendant des heures et des heures. Et déjà, vous avez suivi jusque-là, donc c'est bien. Ou alors, suivez-le par morceaux. Voilà. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, ce qui me caractérise, c'est l'enthousiasme, c'est le plaisir de transmettre, c'est le plaisir de voir les gens avancer, c'est le plaisir d'avoir des gens qui ont des beaux projets. Je vous souhaite une merveilleuse vie, plein de choses avec nous ou avec d'autres, mais en tout cas, voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Voilà. À très très bientôt dans le centre, j'espère. Voilà. À bientôt. Ah oui, je pourrais ajouter, je ne l'ai pas fait, que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez nous retrouver également sur notre site internet france-hypnose-formation.com. Vous pouvez nous retrouver également, pour ceux qui sont curieux de la PNL, sur france-pnl-.com et vous pouvez appeler le secrétariat le 01 73 70 52 56. Voilà. Ciao, à bientôt.